Salut et bienvenue à cette troisième leçon qui porte sur les principes de mesure. Là, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques instants pour vous remercier pour les commentaires qu'on a reçus pour la partie 2 de la leçon 2, Sécurité en atelier. J'avais demandé à la fin de la vidéo d'envoyer des suggestions ou des histoires pertinentes à la sécurité en atelier que vous avez vécues ou des suggestions de comportements sécuritaires que vous aimeriez que les personnes adoptent. Et beaucoup d'entre vous l'ont fait avec d'excellentes suggestions. Fait que si vous ne l'avez pas déjà fait, mais prenez quelques instants pour aller voir les commentaires de la dernière vidéo qui était leçon 2, sécurité en atelier, partie 2. Bon ben, nous autres aujourd'hui, on est à la leçon 3. Dans nos notes, là, on parle de section 3. La troisième leçon, partie 1. Parce qu'il va y avoir plusieurs parties à la leçon portant sur les principes de mesure, ou si on aime mieux, la métrologie. On va commencer dans la leçon partie 1 à regarder la métrologie ou les principes de mesure d'un point de vue historique. Parce qu'il y a un gros changement ici. On a tous effectué des mesures toute nos vies. C'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Mais quand on commence à travailler en atelier d'usinage, plutôt que de faire du dessin, plutôt que de faire de la cuisine où on mesure beaucoup, bien, en atelier, on passe de mesures généralement peu précises qu'on effectue dans nos tâches quotidiennes à des mesures très précises. Et ça exige un changement d'attitude et d'approche. Et le plus gros changement va être que pour chaque mesure effectuée, on va se poser la question suivante. Quelle est la tolérance de la dimension que je suis en train de mesurer? Et ça change beaucoup de choses. Donc, au lieu de sauter pieds joints dans comment utiliser un micromètre ou un pied à coulisse ou une règle d'acier, ça sera pour la partie 2. Mais nous autres, ou peut-être même 3, mais nous autres, on va regarder aujourd'hui les principes de mesure, mais à une approche du point de vue historique, pour comprendre d'où on vient et pour avoir une meilleure idée d'où on s'en va. Donc, regardons ça. Section 3, principes de mesure, section 3A, historique. La plupart de nos activités quotidiennes sont régies par des systèmes de mesure. On n'a qu'à penser aux limites de vitesse sur nos routes pour constater l'impact qu'ont les systèmes de mesure sur nos vies. Une des plus anciennes unités de mesure est le qubit, qui est une mesure de distance linéaire représentée par la distance qui sépare le coude du bout du majeur. Puis remarquez que je fais très attention ici pour présenter correctement le majeur par rapport à mon coude, parce que c'est une distance qui pourrait être un peu insultante. Cette mesure, le qubit, tout comme la plupart des unités de mesure antérieures au 16e siècle, avait comme base une partie de l'anatomie humaine. Il est évident que la diversité de l'espèce humaine rend impossible une standardisation des unités de mesure. Une façon de réduire la possibilité d'erreur est de faire une moyenne. En Angleterre, en 1542, les instructions suivantes furent produites pour uniformiser la mesure linéaire et favoriser le commerce entre les villes. Donc, on a certain Sunday, as they come out of church, 16 men shall stand in line with their left feet touching, one behind the other. This distance shall be the legal rod, and 1/16 of it shall be the foot. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Bien, il faisait une moyenne pour uniformiser ce qui était à la base variable. Au lieu de choisir une personne du village et de dire « ton pied représente un pied » pour nous en système de mesure linéaire, mais au lieu de dire ça, on choisissait
Au hasard, 16 personnes qui sortaient de l'église, des hommes. On les plaçait pieds bout à bout, 16 de long. On mesurait ces 16 pieds-là et on divisait par 16 pour définir la longueur légale du pied dans le royaume. Il risquait d'être beaucoup plus uniforme puisque chaque individu est variable, mais le plus qu'on en additionne puis qu'on en fait la moyenne, bien, le plus uniforme que la mesure va devenir. Il était devenu évident que les méthodes de mesure antérieures ne pouvaient jamais subvenir aux besoins d'une société de plus en plus technique. Pour améliorer la précision des mesures, il a fallu instaurer un système de mesure arbitraire. Ceci impliquait le choix d'un étalon de base, souvent pour aucune bonne raison, ayant comme propriété première la stabilité. C'est ainsi qu'une roche est devenue l'étalon de mesure pour le poids, en Angleterre, et qu'une barre de bronze, celui de la distance linéaire. Ces premiers étalons de mesure avaient toutefois deux grandes faiblesses. En premier lieu, il n'y avait qu'un seul exemple avec lequel on pouvait vérifier l'exactitude des copies. En second lieu, si l'étalon de base était détruit, comme ce fut le cas à Londres en 1834, mais le système de mesure devenait inutilisable. Aujourd'hui, les étalons de base sont reliés à des réactions physiques reproduisables et très stables. Ceci résout le problème de l'étalon unique. Comme exemple, citons l'étalon du mètre entreposé à Paris. Le mètre que nous utilisons peut être défini par comparaison avec cet étalon. Ça, c'est le système archaïque. Ou il peut être défini par comparaison avec 1 650 763,73 longueurs d'onde de radiation rouge-orangée placée sous vide. L'importance du développement d'étalons précis est démontrée par l'évolution de la production industrielle. Avant le 19e siècle, toutes les pièces fabriquées étaient uniques. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièces semblables, mais bien que les pièces semblables n'étaient pas interchangeables. Au 19e siècle, Eli Whitney décide d'instaurer un système de mesure et de tolérance dans ses fabriques de mousquets. Ceci rendait les pièces de mousquet Whitney interchangeables, une première mondiale. Cependant, l'interchangeabilité des pièces était limitée aux pièces produites aux usines Whitney. Il a fallu attendre la Première Guerre mondiale pour voir apparaître des pièces interchangeables de provenance multiple ou de provenance mondiale. Mais aujourd'hui, avec la précision des systèmes de mesure que nous utilisons, il nous est possible de faire des choses qu'il y a une trentaine d'années, ou une quarantaine, ou une cinquantaine d'années, n'étaient que des rêves. Il est bon de noter que l'activité la plus importante de tout développement scientifique est la mesure. Notre capacité de mesurer avec précision détermine notre degré de développement technologique. Et ça m'amène à une petite histoire. J'ai, tout au long de ma carrière d'enseignement, lorsque j'enseignais ce cours, posé la question à ma classe. Quelle unité de mesure a dû être définie avec grande précision pour permettre aux Américains d'atterrir sur la Lune? J'ai eu toutes sortes de réponses, mais jamais celle que je voulais, qui était le temps. Et pourtant, c'est le temps. Il a fallu la création ou l'existence de l'horloge atomique pour garantir qu'on puisse déposer un être humain sur la Lune. Parce que les capsules ne se conduisaient pas comme une voiture sous puissance et poussée jusqu'à la Lune, non. Les capsules étaient lancées vers la Lune, un peu comme une fronde. Et le moment précis où on relâche la capsule pour qu'elle se dirige vers la Lune, ben, c'est crucial. Un petit peu trop vite, un petit peu trop tard, et la capsule manque la Lune et continue son voyage vers l'infini.
C'est aussi important que ça. Et c'est un bon exemple. Comment est-ce qu'une unité de mesure définie avec précision peut changer le niveau de développement technologique des êtres humains. Bon, ben, 3B. Principe et terminologie de base. A. Mesure directe. Une mesure est directe lorsque l'outil utilisé pour effectuer la mesure a une échelle ou incorpore une échelle lisible. La précision avec laquelle on peut mesurer directement varie selon l'outil utilisé. La règle à mesurer, le micromètre, le pied à coulisse, le rapporteur d'angle sont tous des outils à mesure directe. Donc, on effectue une mesure directe lorsqu'on lit l'échelle d'un outil de mesure. Si l'outil de mesure a une échelle lisible, donc il doit être interprété, mais c'est un outil de mesure directe. C'est aussi simple que ça. Mesure comparative. Une mesure est comparative lorsque l'outil de mesure est utilisé pour comparer une pièce à un standard établi. Cette méthode de mesure est généralement beaucoup plus précise que les mesures directes, puisqu'elle a un lien plus direct avec l'étalon primaire. Il y a peu de chances d'erreur durant la lecture, puisqu'on n'interprète rien. La règle sinus, les cales étalons, les calibres coniques, les comparateurs optiques sont quelques exemples d'outils de mesure comparative. Donc, lorsque j'évalue ou je définis la dimension d'une pièce sans vraiment avoir une réponse numérique, mais plutôt en sachant s'il y a une égalité entre une chose et une autre, mais je suis en train de mesurer comparativement. Et puisqu'il n'y a pas d'échelle à interpréter, c'est souvent des mesures qui sont beaucoup plus précises. Donc on peut s'attendre tout de suite que lorsque j'aurai des mesures très précises à effectuer, je vais m'éloigner des outils de mesure directs comme les micromètres et les pieds à coulisse, puis je vais aller vers des outils de mesure comparatives comme les cales étalons et les règles sinus. Il faut s'attendre à ça, c'est normal. C, ou troisièmement, tolérance. La précision à laquelle une dimension indiquée sur un dessin doit être respectée est la tolérance. Là, c'est important de dire qu'en atelier d'usinage, tout doit avoir une tolérance. Une dimension sur un plan, si cette dimension sur le plan n'a pas de tolérance, il y a une erreur sur le plan. Chaque dimension doit avoir une tolérance. C'est crucial. Parce que cette tolérance-là définit comment précisément qu'on doit fabriquer la pièce. Donc, si je suis en train de fabriquer une balançoire d'enfant, la précision n'est pas cruciale. Mais si je suis en train de fabriquer des composantes pour retenir l'hélice d'un hélicoptère, évidemment, il va falloir que ce soit très précis. Et avec cette précision vient la multiplication des coûts. Là, évidemment, une pièce précise est beaucoup plus dispendieuse que la même pièce fabriquée de façon moins précise. Donc, c'est crucial, la tolérance. Cette notion n'est pas une notion. En atelier d'usinage, c'est une méthode ou un style de vie. Il faut l'adopter. Tout a une tolérance. On vit autour de ça constamment. Regardons comme exemple la dimension de 5 pouces, plus ou moins 5 millièmes de pouce. Bon, 5 pouces plus ou moins 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pièce serait acceptable si sa dimension finale se situe en quelque part entre 4 pouces 995 millièmes et 5 pouces 5 millièmes, inclusivement. Donc, n'importe où entre ces deux-là, incluant ces limites-là. Notre dimension de base, c'est le 5 pouces. La pièce va être parfaite n'importe où là-dedans. C'est la tolérance qui nous a été indiquée. Donc, on ne vise pas nécessairement 5 pouces.
On vise en quelque part entre 4 pouces 995 millième et 5 pouces 5 millième. Si la pièce mesure 4 pouces 96 millième, elle est parfaite. Si elle mesure 5 pouces, exactement, elle est aussi parfaite, mais pas meilleure que l'autre. Elle est dans la tolérance, elle est parfaite. C'est tout ce qui est important de savoir. Par contre, il est bon à noter que si on travaille sur des dimensions externes sur une pièce, on a tendance à viser le côté haut de la tolérance. On va revenir là-dessus. Fait que si je travaillais sur un diamètre extérieur, ben, je serais en train de viser le 5 pouces 5 millième. Si par contre je travaillais à l'intérieur d'une pièce, ben, je serais en train de viser le bas de la tolérance. Donc dans cet exemple-ci, le 4 pouces 995 millième. En visant les limites supérieures pour l'extérieur et inférieures pour l'intérieur, mais si je fais une petite gaffe puis je manque mon coup, ça me laisse un petit peu plus de viande à jouer avec, puis peut-être même réussir à sauver la pièce. Donc c'est important comme petit truc, viser des limites supérieures pour l'extérieur, inférieures pour l'intérieur. Là, il est important de noter également que les outils de mesure qu'on utilise, bien, ils ont une tolérance aussi. Puis prenons comme exemple un micromètre standard. Mais on ne peut pas utiliser un micromètre standard pour mesurer une pièce qui a une tolérance de 5/10 millième de pouce. Parce que je ne peux lire un micromètre standard qu'à 1 millième de pouce. C'est important de savoir que l'instrument lui-même doit être 10 fois plus précis dans sa fabrication que la tolérance de la mesure que je veux effectuer. Donc, il faut que le micromètre soit très précis, mais même s'il est très précis, le micromètre standard, il ne peut être lu qu'à 1 millième, donc inefficace pour un objet qui aurait 5/10 millième de tolérance. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas mesurer avec un micromètre, un pied à coulisse, une règle et s'attendre à avoir le même résultat. C'est beaucoup plus dispendieux d'utiliser des instruments précis, mais quand la tolérance l'exige, on l'utilise. Puis c'est également bon de noter ici qu'on ne fabrique pas des pièces archi précises s'ils n'ont pas de besoin de l'être. Okay? Ça augmente le coût des pièces. Prochaine définition, ben, c'est des étalons. Objet ou instrument qui matérialise une unité de mesure et sert de référence de modèle légal. On a parlé de ça dans notre introduction. C'est quelque chose qui est à la base des systèmes de mesure et tous les systèmes de mesure l'ont. Ce qu'il y a d'important de savoir avec l'étalon comme définition, c'est que dans n'importe quel système de mesure, le plus qu'on se rapproche de l'étalon, le plus précis qu'on va être. Donc en atelier, pour la mesure linéaire, exemple. L'outil qui est souvent le plus précis qu'on peut trouver, c'est des cales-étalons. Puis ils sont plus précis parce que c'est ce qu'il y a dans l'atelier qui est le plus près, peut-être à 4 ou 5 générations, de l'étalon primaire. Et puisqu'ils sont proches de l'étalon primaire, ils sont très précis. Ce qui n'est pas le cas pour bien d'autres choses. En exemple de l'étalon, donnons par contre, même si je pense qu'on commence à comprendre ce que c'est, l'étalon de la mesure du temps. L'étalon de la mesure du temps est la vibration d'un atome de césium à 9 milliards 192 millions 631 770 vibrations de cet atome de césium. Ça équivaut à 1 seconde. Pas mal précis. Bon, prochaine définition, état de surface. Description et classification de toute déviation de surface par rapport à un standard établi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les pièces qu'on fabrique ont un état de surface. C'est normal, si la surface existe, il va y avoir un état. Mais je vois trop souvent des étudiants essayer de polir des pièces lorsque l'état de surface ne le requiert pas. Et c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Dans le fond, polir, souvent, ce que c'est un peu de la poudre aux yeux parce que ça rend quelque chose de beau, même s'il n'est pas précis.
Et ça, c'est problématique, parce qu'en atelier, bien souvent, autre que pour des choses qui sont réellement juste esthétiques, comme des poignées de porte et des cadres de miroir, mais ça rend des choses précises qui ne se sont pas. Quand quelque chose doit être précis, il doit avoir un bon état de surface. Ça va ensemble. La précision, perfection de l'état de surface, ça marche ensemble. Puis ça, on va le revoir et le revoir dans ce cours-ci. Par contre, chaque surface devrait, sur le plan, avoir une exigence en tant qu'état de surface. Et bien souvent, puisque chaque outil de coupe, que ce soit la meule à rectifier, que ce soit la fraiseuse ou l'outil de tournage, mais produit une rainure ou des rainures qui vont laisser des marques. Et comme en gros et visible ces marques-là sont, bien, ça va définir l'état de surface. Si je veux un état de surface, exemple de 16 micropouces, bien, il va falloir que je rectifie, puis il va falloir que je rectifie attentivement, parce que 16 micropouces, là, c'est un excellent état de surface. Il va falloir faire très attention à l'approche d'usinage et séquence. Mais c'est important aussi de noter que le plus qu'une surface de pièce est précise et elle a un meilleur état de surface, mais le plus dispendieux que cette pièce-là devient. Fait qu'il faut faire attention, puis pas juste rendre tout beau. Précis souvent veut dire le bon état de surface. Si rugueux, c'est ce que le client veut, bien rugueux, c'est ce que le client obtient. Et le coût qui vient avec la pièce bien, est proportionnel à ça. Prochaine définition, indice de précision. C'est important d'utiliser le bon nombre de décimales pour décrire une dimension, puisque le nombre de décimales indiqués sur une mesure bien, sont un indice pour définir la précision de l'instrument utilisé pour prendre la mesure. Puis un exemple de ça serait une règle d'acier impérial. Si j'ai une dimension sur un plan indiquée avec 2 points décimales, dans bien des cas, pour moi, dans le système impérial, ça serait une indication que je peux utiliser quelque chose d'aussi peu précis, quoique quand même précis, qu'une règle d'acier normale. Par contre, si je voyais 3 points décimales, bien, je commencerais à penser que oui, ça me prend un pied à coulisse, puis peut-être même un micromètre standard. Puis 4 points décimales, définitivement un micromètre à échelle vernier, et possiblement même commencer à regarder des mesures comparatives avec des cales étalons. Le nombre de décimales va définir l'attention avec laquelle je dois effectuer la mesure. Donc, n'allez pas mettre des décimales dans une dimension juste parce que la calculatrice vous les donne. Il est important de limiter le nombre de décimales à quelque chose de raisonnable. Si c'est imprécis, très peu de décimales. Si c'est très précis, 4, parfois 5 pour des pièces extrêmement précises. Donc, c'est quelque chose à considérer. Là, parlons de multiplication d'erreurs, qui est notre prochaine définition. Il est important d'éviter de déplacer le point de référence pour des mesures cartésiennes. Il est 4 fois plus précis de mesurer 1 fois 5 pieds que 5 fois 1 pied. Et ça, c'est crucial. C'est évident que si je peux mesurer une distance de 5 pieds en une mesure, mais je vais faire une erreur de mesure maximum. Si par contre je mesure 5 unités d'un pied et je les additionne, bien, je peux avoir 5 fois l'erreur. Là, on peut être très chanceux et à chacun des 5 mesures, faire une erreur dans le sens inverse qui annule l'erreur précédente, puis arriver à la fin avec une mesure précise, même si on a additionné des mesures. Mais c'est très, très peu probable. Beaucoup plus précis, parce que quand on mesure, on fait toujours l'erreur dans le même sens. Ça a beaucoup à faire avec notre technique. Fait qu'il y a certaines personnes qui mesurent toujours sur le côté petit, puis il y en a d'autres qui mesurent toujours sur le côté gros. C'est quelque chose qu'on finit par connaître de la façon qu'on travaille. Mais, en général, ça fait que si on additionne les dimensions, ça cause problème. Éviter de déplacer le point de référence. Si on a une distance de 5 pieds à mesurer, bien, mesurer 5 pieds dans un coup, c'est beaucoup plus précis. Bon. Les deux dernières définitions, bien, ce n'est pas des définitions, c'est des systèmes. Là, on ne regardera pas ici tout de suite là, le système impérial de A à Z, puis le système métrique de A à Z. Non. On va juste le regarder ici dans nos définitions pour se donner un langage. Comment est-ce qu'on parle impérial? Comment est-ce qu'on parle métrique en atelier d'usinage en ce qui a trait aux mesures linéaires? Regardons.
système de mesure impérial, ou si on aime mieux, le système en pouces. En atelier d'usinage, l'unité de mesure linéaire impériale est le pouce. Il est préférable de dire 25 pouces plutôt que de dire 2 pieds et 1 pouce. Donc on parle en pouces. On ne parle pas de pieds, on ne parle pas en verge, on parle en pouces. Le système impérial peut par contre être fractionnel ou décimal. Le système fractionnel est un survivant des temps ancestraux, lorsque les personnes de métier étaient peu connaissantes en mathématiques. De nos jours, le système fractionnel est surtout utilisé pour définir des dimensions dites nominales, sans tolérance spécifique. Donc, c'est une barre d'acier d'1,5 pouce, ou de 3/4 de pouce, ou de 1 pouce de diamètre. Ça ne me dit pas avec précision la dimension, ça me donne une bonne idée de la dimension de la barre. C'est une dimension dite nominale, souvent décrite en fractions dans le système impérial. Par contre, de nos jours, précision l'exige, le système impérial est surtout utilisé en décimal, mode décimal, pour les mesures de précision. Le système décimal a à sa base le millième de pouce, donc 0,001 pouce. Ça, c'est la base. Donc, quand j'en parle, je parle en millième. Il est préférable de décrire la dimension de 3,105 pouces comme étant 3 pouces, 105 millièmes. Si des 10 millièmes de pouce sont utilisés, il faut les énoncer à la fin. Donc, 3,105, je l'énoncerai comme étant 3 pouces, 105 millièmes. Okay? Pouce en premier, millième en deuxième. Par contre, s'il y a des 10 millièmes ou même des 100 millièmes, on les ajoute à la fin. Puis en exemple, disons 2,0533 pouces. 2,0533 pouces. Bien, ça, je dirais ça comme suit. 2 pouces, 53 millièmes et 3 10 millièmes. Donc, pouce en premier, millième en deuxième et j'ajoute les 10 millièmes à la fin. Donc, 2 pouces, 53 millièmes et 3 10 millièmes. Si on parle tous le même langage, bien, on peut tous se comprendre. En métrique, par contre, c'est un système qui est beaucoup plus récent. Donc, on n'a pas de fraction en métrique et l'unité étant beaucoup plus petite, mais on a beaucoup moins de décimales requis. Donc, en atelier, les dimensions métriques sont décrites en millimètres. Il est préférable de dire 25 mm plutôt que de dire 2,5 ou 2,5 cm. Okay? On parle en millimètres lorsque possible en atelier. Et on essaie de toujours se restreindre à ça. Comme ça, on parle tous le même langage. Lorsqu'on doit décrire une dimension de façon plus précise que juste en millimètres, bien, on le décrit quand même en millimètres. Et ça, c'est vraiment simple comme méthode. Un exemple, 30,51 comme dimension métrique. Mais je le décrirais comme 30,51 mm. Je le dis comme qu'il est. Donc, c'est en millimètres tout le temps. Donc, j'énonce les décimales comme étant des décimales de millimètres. Là, il faut noter qu'en Europe, le point décimal n'existe pas dans le système métrique, en tout cas dans plusieurs pays. En Amérique du Nord, le point décimal et la virgule sont interchangeables dans le système métrique. Il faut faire attention à ça. En Europe, on dirait 30,51 mm. Tout le temps. Par contre, en Amérique du Nord, on peut dire 30,51 mm ou on peut dire 30,51 mm. Les deux sont acceptés. En tout cas, il l'était du temps que je faisais du dessin technique. Bon, ceci conclut la partie 1 de cette leçon 3 d'introduction à la métrologie. Donc, ça, c'était la partie 1, introduction. Dans la partie 2, probablement la semaine prochaine, on va regarder la mesure linéaire et les instruments de mesure linéaire de base. Autant des mesures directes que les instruments de mesure comparative. Et dans la partie 3 de cette série, leçon 3 en métrologie, donc partie 3, on va regarder les mesures angulaires et le jaugeage. Là, entre maintenant et le temps où la prochaine vidéo va sortir, ce ne serait pas une mauvaise idée peut-être de se trouver un livre
de niveau secondaire, donc peut-être d'école secondaire, qui parlent de l'atelier d'usinage, et prendre le temps de regarder dans ce livre-là ce qu'ils ont à dire à propos de la mesure et de la théorie qui va avec, puis commencer à regarder les différents types d'instruments de mesure et la description qu'ils en font. Ce serait un bon devoir à faire entre ici et la sortie de la prochaine vidéo. Bien, entre-temps, là, bien, amusez-vous. Faites attention et bon usinage. Non, il n'y a pas de joke de Marc aujourd'hui. Marc est absent pour quelques raisons inexplicables. Hier, il y a eu une idée. Puis en réfléchissant, ben, il s'est fait une luxation du cervelet, juste parce que c'est pas quelque chose qu'il utilise souvent. Fait qu'il est absent. Peut-être qu'il va être là pour la prochaine vidéo. En tout cas, on l'espère. You